Guito Nariana, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Je voulais que vous reveniez sur le plateau puisque entre les deux tours, vous aviez lancé un appel à la population mahoraise pour voter en faveur du président Macron. On est quelques jours après ce second tour des élections présidentielles et j'avais envie que vous reveniez pour exprimer votre satisfaction, c'est ça? En tout cas, je suis très content. Je suis très content que le président Macron a été réélu et je tiens à le souligner tout de suite que je ne suis pas macroniste, hein, je ne suis pas du tout politique, je suis droit dans mes bottes en tant que chef d'entreprise. En tout cas, je sais au moins 2 personnes, parce qu'ils me l'ont dit quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont dit, patron, nous on a voté Macron parce que tu as dit qu'il faut voter Macron. Je n'ai pas dit, j'ai conseillé, maintenant vous avez suivi mes conseils, je suis fort heureux. Il y a au moins 2 personnes. Ce que je peux dire en analyse politique, c'est qu'entre le premier tour et le deuxième tour, il a doublé sur Mayotte. Il est monté de 24 points. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que, je ne tire pas la couverture à moi, mais je veux dire quand même les gens ont compris le message de moi, de d'autres personnes, très certainement sur le terrain, qui ont su leur expliquer à un moment c'était quoi le Front National et c'était quoi le gouvernement demain matin s'il devait basculer entre la sortie de l'Europe, entre la montée en charge du racisme. Et je continue à dire aux Mahorais, moi je suis de cette génération qui a vécu le papa, Jean-Marie Le Pen, qui était élu député depuis 1986 à 88, de 84 à 2019, 35 ans de mandat. Eh bien, il y a eu une poussée de racisme à Paris en particulier et sur l'Hexagone en général, où nous, les Réunionnais, moi je me suis fait traiter de macaque, je me suis fait traiter de black, on m'a dit retournez sous votre cocotier. J'ai dit, écoutez, moi, je ne vais rien demander. On s'est fait agresser un jour dans un restaurant parce qu'on était interdit, les gens de couleur, dans le restaurant, en plein Paris. Donc, Marine Le Pen, comme je l'ai dit, c'est la vérité, c'est sa progéniture. Elle est née de ce système. Aujourd'hui, elle met sous cellophane, elle emballe. Si les Mahorais, si quelques personnes croient que Marine Le Pen va régler le problème migratoire, ce flux migratoire d'en jouant des Comores, etc. Mais c'est faux, c'est trop dangereux ce qui se passe. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés parce que je réalise tous les mois 350 payes, on dirait comme mon personnel, et une 50aine de sous-traitants. Aujourd'hui, on est une très belle entreprise mahoraise. Moi, j'aime Mayotte, j'aime les Mahorais. Ça fait 28 ans que je travaille personnellement à Mayotte et je suis arrivé à Mayotte pour la première fois, c'était en 1981. Donc, quand les gens disent « Ouais, mais lui, il est réunionnais », oui, je suis réunionnais. De la même manière que Marine Le Pen n'est pas mahoraise non plus. On est d'accord. Elle est métropolitaine. Alors, Guito Nariana, maintenant Emmanuel Macron a commencé un second mandat dans la difficulté. Hein. Il a déjà reçu un jet de tomates pour son premier déplacement officiel. S'agissant de Mayotte, il y a quand même 2 mots, l'insécurité et l'immigration clandestine d'un côté, et puis le second problème, c'est le développement économique. Il faut du travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler. Comment, et ça sera ma première question, comment on fait, Guito Nariana, pour permettre à tous ces jeunes de travailler, et donc comment on fait pour créer de l'emploi dans le contexte qui est le nôtre? Vous parliez des problématiques de pénurie qui vont arriver, de fret maritime, vous parlez régulièrement des problèmes d'eau, et tout à l'heure vous évoquiez la question de l'acier. Comment on fait pour développer économiquement Mayotte, Guito Nariana, et fournir du travail à toute cette jeunesse? Écoutez, c'est exactement le but de mon combat depuis quelque temps, et en particulier maintenant, puisqu'on est dans l'œil du cyclone en matière économique. Ce qui est dommage, c'est que Mayotte a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'aides de l'Europe, l'État français finance beaucoup. Je me souviendrai toujours quand le préfet Colombé disait « j'ai 1,4 milliard, j'ai 1,4 milliard, j'ai 1,4 milliard », j'ai envie de lui dire « mais donnez-moi, je vais m'en occuper si c'est ça son problème ». Eh bien, je ne sais pas où sont les 1,4 milliards. Ce que je sais, dans les constructions scolaires, beaucoup? Oui, mais il n'y a pas pour 1,4 milliard. Non. Bon, eh ben on pose la question, où est le reste alors? À ce moment-là, peut-être qu'il a consommé un peu. Concernant l'emploi, mais c'est un faux débat. Vous savez, pendant que nous, on pleure dans les entreprises parce qu'on n'a pas d'employés, c'est le déficit de formation qui fait ça. Aujourd'hui, on devrait être nous-mêmes entrepreneurs des instituts de formation. Qu'on nous donne une aide, je dis n'importe quoi, mais comme ça, à la louche, hein, je n'ai pas réfléchi combien de pourcents, après ça peut s'affûter. Si demain matin je dois faire des projets de loi et je dois travailler sur le dossier, là je vais l'affûter au centime près. Si on donne à un entrepreneur 1 000 € par mois,
il paye ses charges, il fait le complément et il prend la personne en formation. Au lieu d'en prendre un, il peut en prendre 3, puisqu'il est aidé. Donc ces 3 personnes, c'est 3 ouvriers potentiels qui ne vont pas rester à Vietnam et Ternam chez lui, qui pourraient aller travailler ailleurs. Mais on aura formé les gens. Mais c'est le principe de l'apprentissage, ça, Guito Nariana. Oui, mais il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, on n'arrive pas à former. Nous, il y a des formations spécifiques qui n'existent pas à Mayotte. Par exemple? Ben, le levage, par exemple. Oui. Je viens de payer 38 000 € oui. pour envoyer 2 personnes de Mayotte en formation sur une grue qui fait 120 tonnes. C'est une première, c'est la plus grosse grue de Mayotte. D'accord. Donc il faut des outils comme ça aujourd'hui à Mayotte. Bien sûr. Il n'y a personne. Donc nous, on a pris 2 Mahorais, on a envoyé 38 000 € entre le billet d'avion, la formation, etc. Et ici, les OPCA ne peuvent pas nous aider, rien. On a payé ça sur fonds propres. Mais Guito Nariana, vous êtes un chef d'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, 350 salariés, c'est beaucoup. Comment est-ce que vous êtes associé avec le conseil départemental, puisque c'est lui qui a la compétence de la formation? D'abord, est-ce que vous êtes associé à la réflexion sur les besoins en formation? Puisqu'effectivement, c'est vous qui embauchez, avec d'autres hein, évidemment, vous embauchez, vous développez. Est-ce qu'on vous demande vos besoins? Oui, on nous demande nos besoins, mais je peux comprendre. Aujourd'hui, nous, on est dans un métier qui est très spécifique. Nous, par exemple, un artilleur, pour faire de l'explosif, bon, on va en former 2 dans l'année. On ne peut pas mettre une formation pour faire ça. On est obligé d'aller à l'extérieur. La formation pour des grutiers, une grue à tour ou une grue mobile de 120 tonnes, on est obligé d'envoyer les gens ailleurs. Hydrauliciens, électromécaniciens, électrotechniciens, ça c'est des choses qui n'existent pas. Pour eux, les gens, tout le monde doit être maçon, doit être chauffeur ou doit être ouvrier. Non, malheureusement. Aujourd'hui, Mayotte est en train de passer le grade au-dessus et on a des formations spécifiques qu'on devrait développer. Et ça, les entreprises peuvent le développer. Mais encore faudrait-il qu'on nous finance. Parce que nous, on cotise à la formation, on prend notre argent, sauf que quand ils n'ont pas ces formations spécifiques, on paye sur les fonds de l'entreprise pour les former les gens. Et c'est pire que ça, madame. Moi, j'ai formé 2 personnes en Italie, dans les aciers. Eh bien, ils sont partis travailler en métropole. Ils n'ont même pas pris le billet de retour qu'on les a offert. Donc, ils sont partis, ils passent presque 1 mois de formation et sur Internet, ils ont trouvé de l'emploi en métropole et les gens sont restés en métropole. Du coup, j'ai payé ma formation. Qu'est-ce que je fais? Je fais un procès à ces 2 personnes? Bien sûr que non. Si j'étais à leur place et qu'ils ont un art de vivre et puis qu'ils aiment bien, en plus, ils sont de la région de Marseille où il y a beaucoup de Mahorais, ils retrouvent leur communauté, etc. Je peux comprendre, eh ben, les gens, ils sont partis. Et du coup, on a perdu les 2 formations. J'étais obligé de prendre quelqu'un qui était déjà fait en métropole pour emmener, alors que notre volonté, c'est de former des jeunes Mahorais et de les mettre aux commandes. Il y a un vrai sujet sur la formation. Après, créer de l'emploi, il y a 10 000 façons. J'ai même pensé pour les primo-délinquants. C'est à nous de les encadrer. Parce qu'un primo-délinquant, c'est qui? C'est un jeune qui s'ennuie, qui en veut à la société. Bien sûr. Parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont fait des efforts, et la société, au lieu de les récompenser, on leur dit maintenant que tu as des diplômes, tu as un bac+2, tu as un BTS, tu vas au chômage. Nous, on peut les encadrer, ces primo-délinquants, dans l'entreprise. Parce que j'ai l'expérience. Hein. À La Réunion, moi, j'avais les gens qui étaient en fin de séjour de prison, et il y avait des commissions qui se réunissaient, et nous, on prenait des gens en formation. J'ai eu des très bons éléments. Mon chef logisticien, il est rentré illettré en prison, il est sorti avec un bac. Et moi, je l'ai embauché, il est devenu mon chef logistique. C'est une fierté pour moi de l'avoir fait. C'est pour ça que je dis, au lieu de, à chaque fois qu'il y a des vols de bananes, vols de moto, casse de vitres, etc., on met les gens en prison, ce n'est pas une solution. Nous, on peut les encadrer. Quand nous les mettons en entreprise, je suis prête à les accepter, à donner le bon exemple. Alors, quand on préparait cette émission, Guito Nariana, sur les aspects de sécurité, d'immigration clandestine, vous parliez de co-développement avec des infrastructures qui manquent aux Comores. On parlait de l'hôpital tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour éviter le balai des Kwassa, c'est-à-dire mettre en place aux Comores, en juin notamment, un hôpital, enfin, en tout cas de financer, que la France finance des ONG pour mettre en place des infrastructures manquantes et limiter justement les Kwassa? Est-ce que c'est ça la solution? Je reste toujours le chef d'entreprise que je suis. Je dis c'est regrettable de voir cette politique d'hypocrite, que l'État puisse engraisser des ministres, le président de la République comorien, les supplier pour arrêter le balai des Kwassa, alors que ce n'est pas du tout la solution. Nous, si demain matin il y a des appels d'offres, que la France arrive à fabriquer des hôpitaux, des écoles, des dispensaires,
Nous, entrepreneurs, ça nous intéresse d'aller travailler. Madame, c'est mieux que ça. On a un Interreg. C'est un fonds régional pour tous les pays de la zone. On peut nous aider sur la logistique, sur les billets d'avion, sur l'importation du matériel, sur le recrutement. On a des aides spécifiques dans le cadre de la coopération régionale. Aujourd'hui, on a 43 millions dans les caisses et on ne s'en sert pas. Si, ça permet à certains politiques d'aller faire la fête à Madagascar, d'aller faire la fête aux Comores, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc, moi je dis, c'est la coopération qui devrait prévaloir. Ce n'est pas en rejetant les gens qui, humainement, quand une maman vient coucher, que ce soit une maman joannaise ou ma maman, je considère pareil, c'est humain. Donc je défends ce côté humain. Je regrette que quelqu'un puisse dire, avant de faire des enfants, il fallait réfléchir. Alors je ne sais pas si cette personne, avant de rentrer au lit avec sa femme, s'il commence par réfléchir avant de faire l'amour, j'en sais rien. Peut-être que c'est son cas. Mais moi je ne réfléchis pas. Je dis que c'est comme ça. Il faut qu'on le traite à un instant T. On n'a pas fait le procès des gens d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans qui ont fait des enfants et aujourd'hui faire porter le chapeau à ses parents ou à ses enfants. Donc il faut que dans le cadre de la coopération régionale, de la COI, la Commission de l'océan Indien, il y a des outils pour ça, qu'on profite de ces outils économiques pour dire on va développer ces pays pour éviter. Parce qu'aucun enjoigné ne souhaite rester ici, être traqué comme un fauve dans une cage. On est d'accord. Ils préfèrent rester chez eux, mais encore faudrait-il qu'ils aient la médecine, qu'ils aient l'éducation, qu'ils aient tout ça chez eux. Guito Narayana, quand je vous écoute, je me dis que vous avez déjà un pied dans la politique. Vous avez, lors de notre dernier échange, quand vous étiez à l'île Maurice, vous avez évoqué l'idée peut-être d'être candidat aux élections législatives. C'est quelque chose que vous avez oublié ou vous êtes toujours en train de travailler sur ce projet? Je travaille beaucoup. J'ai rencontré 3 maires. C'était hier, le jour de mon arrivée. Et hier, j'ai rencontré 3 maires de cette circonscription qui potentiellement pourraient faire le buzz, si on peut dire ça comme ça. J'ai encore une vingtaine de personnes. Je suis arrivé avant-hier, je pars aujourd'hui pour la Réunion. Je reviens dimanche et je passe 2 semaines. Je compte rencontrer tous ces gens et surtout beaucoup d'associations. J'ai rencontré aussi 3 associations qui m'ont posé une question bête, auquel je n'avais même pas pensé, mais je voudrais le dire ici, et conformément à tous les engagements que j'ai pris sur votre antenne, j'ai respecté très scrupuleusement. Ils m'ont demandé, ils me disent, M. Narayana, vous avez beaucoup d'argent, vous, mais qu'est-ce que vous allez faire de vos honoraires de député si vous êtes élu? J'ai dit, écoutez, là vous me posez une colle, la vérité, je n'ai pas pensé. Mais comme moi j'ai plus de charges, mon premier fils, il a 45 ans, le deuxième, il a 38 ans. J'ai ma demeure, j'ai ma voiture. A priori autonome. Voilà, je suis complètement... Et voilà, j'ai dit, moi, ce que je vous promets tout de suite, à chaud, mes émoluments partiraient pour des associations. Je souhaite que des associations puissent profiter. Je ne sais même pas combien gagne un député, parce que ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais la vérité, je considère que c'est indécent pour quelqu'un comme moi, avec le salaire que j'ai, le statut que j'ai, aller profiter de la manne de la République pour défendre la population. Je le fais avec beaucoup de cœur. Vous avez dit que j'ai un caractère un peu politique. Oui, c'est vrai. Vous savez que je suis le plus vieil élu des chambres de commerce de France. Je vais avoir 28 ans de mandat. Oui, alors le plus ancien, pas le plus vieux. Le plus ancien, pardon. Merci de me corriger, merci de me corriger. Je suis le plus ancien. Et j'ai toujours fait des rapports sur l'économie. La route du littoral, j'ai beaucoup écrit dessus. Le développement, j'ai beaucoup écrit dessus. J'ai co-signé avec des experts. J'étais président de la commission des marchés. J'étais président du port de la Réunion. J'avais un paquet de mandats, président de la commission transport de la Réunion. Et je connais bien le sujet du transport aérien. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de monopoliser une fois encore le ciel. Aujourd'hui, c'est un mariage forcé, mais ils deviendront amoureux vite fait, puisque c'est de l'économie, Corsair et Austral. Mais c'est un danger pour Mayotte. Il y a eu un semblant de compétition avec Corsair, que les Mahorais ne s'y trompent pas. Demain matin, ils sont mariés, ils vont unifier les tarifs. Et qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? Bah rien, on va payer. On reprend quoi ça pour aller à la Réunion. Donc ça c'est dangereux. Je demande aux politiques de faire très attention à ce mariage de dupes, de Corsair avec Air Austral. Il faut absolument que ces compagnies continuent à avoir un semblant de compétition, que la population profite. Si vous êtes candidat et si vous êtes élu, vous jouerez un peu ce rôle de lanceur d'alerte auprès des Mahorais et des Mahoraises sur les questions sociétales qui sont charnières pour nous? Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que sans être élu, j'ai toujours été un lanceur d'alerte. Oui, notamment sur la question de l'eau. Bah voilà, vous voyez. Je prends le sujet de l'eau, oui, qui est un sujet... L'eau, c'est la vie. Oui. C'est la vie.
Vous arrivez dans un restaurant, on vous dit qu'il n'y a pas d'eau. Vous allez dans les toilettes, vous ne pouvez pas vous laver les mains avant de manger. Et quand on fait des speeches pour dire que pour le Covid, il faut se laver les mains comme ça, il faut mettre le savon, patin couffin, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est terrible. Un pays de la République française, avec les fonds européens que nous disposons aujourd'hui, mettre l'eau dans les mains d'une boîte, une multinationale qui fait, je ne sais pas, 43 milliards de chiffre d'affaires. Ils ont monté une usine qui ne fonctionne pas. Je confirme que j'ai déposé une requête au tribunal de Mayotte. Où en est cette requête? Ben, c'est enregistré. Vous savez, après, il y a les échanges de conclusions et tout. Malheureusement, c'est le système judiciaire français qui est comme ça. Elle est comme elle est. Et nous, en tant que contribuables, on est astreints à cela. Ce n'est pas moi qui maîtrise les délais, mais ce que je sais, c'est une requête qui a été particulièrement bien écrite, avec tout ce qu'il faut. On demande de casser l'avenant 6 et 7. Et celui qui est en gestation, le 8, le 8 c'est pour un travail mal fait. Donc, quand on a un marché conception-réalisation, inévitablement, on a une obligation de résultat. L'usine devrait fournir 5800 mètres cubes d'eau par jour. Si elle fournissait les 5800 mètres cubes d'eau par jour, on oublie la pénurie. Petite Terre est autonome, et d'ailleurs, de Petite Terre, on aurait pu pomper de l'eau. C'était ce qui était prévu sur Grande Terre. Effectivement. L'usine ne fonctionne pas. Les gens qui ont touché presque 9 millions, avec quelques petits travaux supplémentaires, 8 millions 300 et quelques, presque 9 millions. L'usine ne fonctionne pas. Et ils posent sur la table une revendication en disant maintenant, si vous voulez que ça fonctionne, il faut déplacer le pipe, il faut aller prendre l'eau vers les Comores, je ne sais pas où là-bas, et ben il faut nous redonner encore 2 millions. C'est scandaleux. C'est honteux. Je pense que les services de l'État devraient s'y donner à cœur joie en lui notifiant l'obligation de résultat plutôt que de sortir l'avenant numéro 8. Et je le dis tout de suite, s'il pose l'avenant numéro 8 sur la table, la deuxième requête part direct parce que je vais le casser l'avenant. Donc moi, lanceur d'alerte, je le fais parce que c'est malheureux de vivre dans des conditions comme ça. Madame, j'ai quitté chez moi à Longoni ce matin à 5 h du matin. Je suis arrivé chez vous à 7 h moins 5. 2 heures de temps pour quitter Longoni pour venir à Mamoudzou. Hein, ça fait 12 ou 14 km. Mais c'est pas normal. Non, ça ne l'est pas. Tous les gens, depuis Trévani, des voitures pare-choc contre pare-choc. Ça fait 25 ans qu'on parle de la voie de contournement. Avant, c'était par la mangrove. Maintenant, c'est par le haut de Mayotte. Mais en tout cas, à la date d'aujourd'hui, zéro. Il n'y a rien. Donc, c'est tout ça un peu le job. Et si on arrive à trouver des gens motivés pendant cette campagne et qui pensent que l'économie devrait prévaloir plutôt que de la politique politicienne et vendre de la soupe, je ne suis pas un marchand de soupe. Alors en tout cas, sur le live Facebook, Guito-Nariana, il y a pas mal de gens qui vous invitent à être candidat pour ces élections législatives. J'espère en tout cas que si vous l'êtes, vous reviendrez l'annoncer sur notre plateau. Ben, ça sera avec le même plaisir, parce que, et d'ailleurs, même si je ne suis pas élu, je reviendrai sur votre plateau pour remercier les gens qui m'ont fait confiance et leur dire que si je mets le pied dedans, généralement, moi je suis un sportif. Hein. À chaque fois que je suis monté sur un ring, c'est pour gagner. Si je viens aux élections, je dis bien si, parce que je dois consulter toutes les gens qui souhaitent me rencontrer, voir les associations. Et si je suis et que je viens aux élections, c'est pour gagner. Je ne viendrai pas juste pour faire le kéké, comme certains, ou pour avoir 5% pour faire se rembourser la campagne électorale. Non, tout ce que je perçois, ça serait pour les associations, parce que les gens, ils savent faire. Nous-mêmes, on avait pour habitude, pendant le ramadan, de donner des colis. Il y a un jeune qui avait fait un truc sur... Ali Wardi. Voilà. Donc, nous, on l'appelle, qui vient de nous rejoindre. Je suis prête à le financer pour aider les gens les plus démunis dans le cadre des futures fêtes qui arrivent. C'est une formidable initiative, effectivement. Voilà. Il a récupéré déjà 4 000 € et distribué 90 colis. Je double ça, mais je lui mets encore 4 000 €. Non, mais j'ai déjà dit à mes troupes, hier soir, on a eu une réunion là-dessus, sur la sortie du ramadan. J'ai dit, trouvez-moi ce jeune-là qui vienne et qu'on fasse un programme d'investissement et qu'on lui double la mise. On lui remet encore 4 000 €. S'il nous entend, c'est avec grand plaisir qu'il vienne nous rejoindre. Il aura 4 000 € supplémentaires pour aider les gens les plus démunis. C'est ça le ramadan. Guito-Nariana, merci beaucoup. À bientôt, donc, là, sur notre plateau pour peut-être de bonnes annonces. Si Dieu veut. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.